Bonjour à tous. Alors, je vous propose une petite vidéo pour commencer à préparer un peu la rentrée, en s'interrogeant sur le matériel que l'on peut demander aux élèves en français au collège. Donc, vous verrez qu'il y a effectivement plusieurs possibilités à proposer aux élèves. Alors, parmi les choix les plus classiques, hein, on peut s'interroger, donc dès la sixième, est-ce qu'on va utiliser un cahier en français? Donc un cahier, un porte-vue ou un classeur. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi moi déjà, j'ai éliminé donc personnellement le cahier et le porte-vue. D'abord le cahier, je l'ai utilisé pendant, je dirais mes 3 premières années, notamment en sixième, cinquième. Et très vite, je me suis rendu compte déjà que je distribuais énormément de photocopies. Donc finalement, on collait des feuilles sur des feuilles, ce qui me semble pas très, très écolo. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que, avec le cahier, on est un petit peu obligé finalement de faire les cours dans l'ordre. On ne peut pas vraiment créer différentes parties dans son cahier. Alors, mis à part, le truc traditionnel de on retourne le cahier pour faire la langue, par exemple, et puis de l'autre côté, il y a la littérature et tout le reste. Je trouvais que c'était pas très, très pratique, d'autant plus que quand on retourne son cahier, qu'on le met à l'envers, la marge est plus du bon côté. Enfin bon, avec certains élèves, ça peut être, ça devient un petit peu compliqué, d'organiser, clairement son cahier. Du coup, pour ma part, j'ai laissé tomber l'idée d'avoir un cahier en sixième, cinquième. Concernant maintenant le porte-vue, ça peut être, peut-être adapté, plutôt au troisième, plutôt plus pratique même après pour le lycée. Moi, je le mets pas en place du tout, en collège, finalement pour, les mêmes raisons que le cahier, dans le sens où on peut pas forcément organiser des parties à l'intérieur et puis, heu et puis, il y a quand même des feuilles, où je vais demander aux élèves d'écrire indirectement. Il y a les copies doubles parfois à mettre où c'est pas très pratique dans le porte-vue. Enfin, je trouve que, enfin, ça me semble pas vraiment être le plus adapté, bien que moi qui suis aussi en latin, je vais y venir, je pense, au porte-vue en latin. Mais voilà, s'il y a besoin, je ferai peut-être une vidéo, pour parler de ça, pourquoi je le prendrai en latin et pas en français. En français, moi, j'ai besoin qu'ils aient vraiment différentes parties. Donc je vais vous parler de mon choix final, en tout cas moi ce qui me concerne, c'est-à-dire pourquoi je choisis finalement le classeur. Donc, le grand gagnant chez moi, c'est le classeur depuis maintenant plusieurs années, dès la sixième. Alors, on pourrait se dire donc il y a évidemment enfin, j'ai essayé de lister un peu les points positifs et les points négatifs à l'utilisation du classeur. Alors, même si sur ma fiche, là, j'ai commencé par les positifs, je vais peut-être commencer d'abord par le négatif, là, à l'oral. Hem, on a tendance à craindre un peu le classeur dès la sixième parce que déjà certaines élèves ne savent pas l'utiliser, et ça c'est une réalité, hein. On se rend compte que dans certaines classes, des élèves n'ont jamais travaillé sur le classeur, sont un peu perdus, ne savent pas comment l'organiser. C'est vrai. Maintenant, rien ne nous empêche de prendre au moins 1 heure peut-être en demi-groupe ou 1 heure de vie de classe pour prendre le temps d'expliquer aux élèves comment utiliser leur classeur. Je pense qu'en 1 heure, c'est largement suffisant et puis après, nous, ça nous fait un gain de temps important sur le reste de l'année. Hem, les feuilles qui se perdent, oui, effectivement, contrairement au cahier, on peut, plus facilement perdre ses feuilles dans le classeur. Maintenant, toujours pareil, hein, ça demande à l'élève de penser à ranger sa feuille. Je reviendrai moi à ma petite astuce concernant, les feuilles, polycopiées puisque bon, les feuilles de classeur habituelles, avec, les carreaux, elles sont déjà perforées. Moi, j'ai une astuce pour éviter de perdre les feuilles, polycopiées. Donc soit ils ont des pochettes transparentes, mais ça c'est dans le principe, puisque dans la réalité, il y en a plein qui, dès le premier trimestre, ont perdu toutes leurs pochettes transparentes ou n'en ont jamais acheté. Du coup, pour éviter ça, j'ai, investi dans une perforatrice, A4 et donc dès que je fais des photocopies, maintenant c'est devenu une habitude, je perfore. Réellement, je perds pas tant de temps que ça va très vite parce que je mets plusieurs feuilles dans ma perforatrice et au moins, je suis sûre qu'il y a des trous sur mes feuilles, donc les élèves peuvent immédiatement ranger les polycopes. Voilà, ça c'est pour, finalement, les 2 points qui me semblent négatifs, mais qu'on peut résoudre assez facilement.
Du coup, maintenant que j'ai vu les points négatifs, bah, évidemment, pour que je parte, moi, sur le choix du classeur, c'est que j'y vois plus de points positifs. 1 point positif, bah, déjà, c'est en route vers l'autonomie, bien sûr, puisque, le qui dit classeur dit, savoir organiser son classeur. Alors certains élèves font ça beaucoup plus facilement, beaucoup plus spontanément ou s'ils sont déjà entraînés. Pour d'autres, c'est plus laborieux, mais dans tous les cas, il ne faut pas partir du principe que parce que ça va être plus laborieux pour certains, ah ben non, on va pas le faire. Si, ça me semble important quand même, d'essayer d'emmener tout le monde vers l'autonomie, même les élèves les plus en difficulté. Alors c'est sûr que pour cela, il faudra une vigilance un peu plus importante. Moi, je mets en place un système de notation du classeur une fois par trimestre, parce que je veux pas trop m'alourdir non plus. Donc chaque trimestre, je relève les classeurs et puis je les évalue avec des critères précis d'ailleurs que je leur distribue en tout début d'année, hein, quand, dès le premier cours où on organise ensemble le classeur, je leur donne un petit, le petit papier avec le barème pour noter, leur classeur. Voilà et donc entre autres dans la notation, il va y avoir effectivement est-ce que toutes les feuilles sont présentes? Est-ce qu'elles sont bien rangées? Et puis après la propreté générale, et cetera. Deuxième grand intérêt du classeur pour moi et c'est ce qui m'amène à ce choix-là, c'est le fait de pouvoir organiser mes cours. Donc je vous expliquerai là, dans la page d'après, hein, je vous montrerai un peu comment moi je classe mes cours, qu'est-ce que je mets, dans chaque intercalaire puisque l'intérêt évidemment du classeur, c'est qu'on peut y placer des intercalaires et pouvoir donc, créer différents espaces, que les élèves vont utiliser tout au long de l'année. Dernier point positif selon moi, c'est qu'un classeur, ça peut se vider régulièrement. Moi, je préconise, on travaille sur une séquence, donc ça dure à peu près 1 mois et demi. Et puis quand on enchaîne sur la deuxième séquence, je garde la séquence précédente. Et puis quand on enchaîne sur la troisième séquence, à ce moment-là, je leur fais ranger la séquence 1. En fait, ils ont toujours dans leur classeur la séquence sur laquelle on travaille et la précédente. Voilà. Mais du coup, ça permet quand même de vider régulièrement le classeur. Et puis surtout, un classeur, finalement, si on en prend soin, l'année suivante, on peut utiliser le même. On n'a pas besoin de racheter un nouveau cahier, etc. Et on peut stocker les feuilles ailleurs si on souhaite les conserver. Du coup, qui dit classeur dit intercalaire. Alors ça, c'est vraiment, le point positif du classeur, c'est qu'on va pouvoir, organiser, notre cours et faire que ce classeur soit à l'image de notre organisation à nous, personnelle de cours. Alors moi, je sais que je demande aux élèves d'avoir au moins 6 intercalaires. Hem, Chaque intercalaire doit être bien sûr, bien présenté, c'est-à-dire que le titre doit apparaître très clairement. Ça, je le fais, en début d'année. Alors en sixième, je le fais presque avec eux. C'est-à-dire qu'en sixième, on prend le temps, dans la première heure de cours, on fait au moins la présentation de la première ou deuxième intercalaire pour qu'ils puissent, s'en emparer, comprendre à quoi ça sert. Après, évidemment, passer la quatrième, troisième, ils ont plus besoin. Je leur dis juste ce que je veux comme titre pour chaque intercalaire et ensuite ils se débrouillent, évidemment. Mais sixième, cinquième, ça mérite quand même un accompagnement, surtout pour les élèves les plus en difficulté. Donc, pour ma part, dans la première partie de mon classeur, je propose, ce que j'appelle le récapitulatif de séquence. Ça, c'est une partie, qui ne bougera pas. Toute l'année, cette partie va être remplie et va rester dans le classeur. Je demande à ce qu'elle ne soit pas enlevée. Dans cette partie, les élèves placeront les sommaires de séquence. Donc à la fin de chaque séquence, on fait un sommaire qui récapitule tout ce qu'on a vu dans la séquence et surtout qui permet de ranger son classeur. Puisque dans mon sommaire, je vais remettre finalement les différents intercalaires et indiquer aux élèves ce que je dois trouver dans chaque partie. Ensuite, donc ce sommaire, il reste. Je laisse aussi le vocabulaire des séquences. Donc ça, je le construis tout au long de l'année. Durant une séquence, dès qu'on croise des mots nouveaux dans un texte, et cetera, on les note dans un fichier de vocabulaire. Je m'en sers, je fais des petits contrôles dessus ou alors on fait des mots croisés dessus. Enfin, le but, c'est de manipuler, fréquemment donc ce vocabulaire et puis, chaque séquence, on va enrichir notre fichier de vocabulaire. Donc, voilà, cette partie-là, elle reste dans le classeur puisqu'elle va être enrichie tout au long de l'année. Et enfin, j'y place aussi mes bilans de séquences, puisqu'à la fin de chaque séquence, on fait, un bilan, hein, on fait le point, une synthèse, qu'est-ce qu'on doit retenir de la séquence, on répond à la problématique, on fait des petits jeux autour de cette séquence. Ça, je le garde aussi. Ça permet que même quand la séquence aura quitté le classeur, je garde quand même une trace de ce qui a été fait en classe. Ensuite, j'enchaîne avec, la partie qui s'appelle lecture, écriture, vocabulaire. Moi, je mets ensemble
Je sais que le cloisonnement est, plus ou moins «interdit», hein, je mets des guillemets, hem, mais il me semble important quand même pour les élèves qu'on cloisonne certaines choses pour que ça soit plus clair dans leur tête. Par contre, ce qui me semble extrêmement lié, je préfère les mettre ensemble. Par exemple, la lecture permet d'avoir du vocabulaire qui permet d'enrichir l'écriture. Donc il me semble vraiment que les 3 doivent fonctionner ensemble dans le même intercalaire. Ensuite, la troisième partie de mon classeur, ça sera la grammaire. Donc là, on va cibler, les leçons de grammaire qui sont pas complètement déconnectées des leçons de lecture, hein, mais parfois elles peuvent l'être. Donc je préfère que ça soit vraiment, quand on demande à apprendre un contrôle de grammaire, au moins les leçons sont dans la bonne partie, tout ensemble. Ensuite, dans la quatrième partie, moi, j'y place l'orthographe et la conjugaison. Pourquoi ces 2 ensemble? Parce que souvent, en conjugaison, on va apprendre des terminaisons verbales et donc aussi de l'orthographe. Du coup, je préfère les mettre ensemble. Dans ma partie 5, j'y place, les fiches de méthodologie et les rituels de début de cours. Donc, voilà, je pourrais faire aussi une vidéo pour parler des rituels que je mets en place. Et enfin, la dernière partie, recharge de feuilles. Ça paraît anodin, mais il faut quand même dire aux élèves, en début d'année, je leur demande de garder au moins, 20 feuilles simples, 10 feuilles doubles et une dizaine de pochettes transparentes. Alors attention, il faut quand même préciser, il y en a certains qui, dès le début de l'année, arrivent avec leur paquet de 200 feuilles. Donc c'est important aussi de dire aux élèves: «Pas trop» et il faut quand même en avoir. Donc, trouver avec eux le juste milieu sur, le nombre de feuilles à garder dans son classeur pour pas les prêter toute l'année à ceux qui n'en ont pas. Alors, j'en ai fini avec le classeur et donc, mon utilisation du classeur. Je reviens un petit peu en arrière avec l'histoire du cahier. Alors oui, je n'utilise plus le cahier dans mes cours, hein, ça c'est fini en tout cas pour le gros de mes séquences et de mes cours. Par contre, je m'interroge, sur l'intérêt d'avoir peut-être un cahier de littérature. Alors j'ai déjà fait l'essai, hein, il y a 2 ans, j'avais proposé aux élèves donc d'avoir un cahier de littérature, un cahier, du format de leur choix, qui permettrait de garder trace donc de ces lectures durant le collège. L'intérêt étant de garder ce cahier, toute sa scolarité au collège et donc, dans l'idéal d'arriver en troisième avec finalement, la liste de tout ce qui avait pu être vu et étudié en classe, parce que souvent en troisième, les élèves ont tendance à dire que, non, ils n'ont rien lu les années précédentes et puis, étant donné qu'on demande en troisième, souvent dans le sujet de réflexion au brevet, on attend des élèves qui puissent faire référence à différentes lectures. Ça peut être un bon support, pour les élèves qui révisent, hein, le brevet en troisième, de faire le point sur, qu'est-ce qu'ils connaissent comme œuvres, comme auteurs, donc garder une trace. Oui, mais alors ce cahier de littérature, c'est une bonne idée, mais dans l'idéal. Maintenant, il y a plusieurs risques. Le premier, c'est que les collègues ne vont pas forcément travailler avec, pas travailler dessus, donc il va peut-être se perdre en cours de route. C'est-à-dire que l'élève va commencer à l'utiliser en sixième et puis finalement en cinquième, bon, comme le professeur n'en a pas, ne l'utilise pas, les élèves non plus. Donc ça, c'est le premier risque. Le deuxième, c'est que parfois on propose des activités de lecture qui ne rentrent pas dans un cahier. Je pense par exemple à si on demande aux élèves de faire une boîte de lecture, si on demande aux élèves de faire un 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 carnet de voyageurs, enfin des choses comme ça, des activités qui, ne peuvent pas être collées dans un cahier. Voilà. Troisième chose, c'est, j'avais dit moi aux élèves qu'ils pouvaient prendre tous les formats qu'ils voulaient, mais je me retrouvais parfois finalement avec des trucs minuscules, pas du tout pratiques à corriger et pas non plus, pratiques pour y faire la moindre activité. Donc je pense que le cahier de littérature, si j'en remets un en place, ça sera un format A4 obligatoire pour tous les élèves, pas trop grand non plus et peut-être que parfois les élèves le compléteront eux-mêmes et puis parfois, j'imagine par exemple une lecture où j'ai demandé un travail, de boîte, ça pourrait être juste un papier à coller pour remettre, la carte d'identité de l'œuvre, c'est-à-dire le nom de l'auteur, le titre, l'avis personnel de l'élève dessus et le nom de l'activité qu'il a fait par rapport à ça. Donc un lien finalement vers l'activité qui a été faite. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas reprendre le cahier de littérature?
J'y vois aussi un intérêt, c'est que dans ce cahier, on peut y mettre, une frise chronologique ou une frise, littéraire avec, des auteurs qu'on pourrait enrichir aussi d'année en année. Par contre, ça demande à l'élève qui a un professeur qui n'utilise pas de cahier de littérature, si lui souhaite vraiment continuer à l'utiliser, il peut. Il peut très bien chez lui, en cinquième, garder trace de ce qu'il a lu, même si le professeur le demande pas. Mais là, effectivement, ça demande une autonomie très grande que peu d'élèves, ont. Mais ça arrive, hein, ça a pu arriver, à ma grande surprise, moi j'ai une élève qui avait conservé son cahier de littérature, qu'on avait fait ensemble en cinquième et ma collègue en troisième était très contente de le découvrir et de pouvoir l'enrichir avec elle. Voilà, donc une bonne idée à retravailler quand même. Bon, dernière chose, si on parle de fourniture, bien sûr, on peut parler de la trousse, hein, puisque, c'est ce qu'on demande à nos élèves, hein. Qu'est-ce qu'on leur demande en arrivant, au collège? Donc moi, en français, très simplement, hein, j'attends juste qu'ils aient un stylo 4 couleurs, parce que ça peut arriver que qu'on souligne des choses, le vocabulaire, on l'écrit en vert, les titres, on les écrit en rouge, donc qu'ils aient au moins du rouge, du bleu, du vert, du noir. Pas 10 000 couleurs non plus, parce qu'en ce moment, j'en peux plus des couleurs pastel, des voilà, une rédaction écrite en jaune, c'est pas possible. Donc il faut quand même, voilà, mesurer tout ça, mais je leur laisse quand même plus de liberté dans leur classeur. Par contre, pour les contrôles, je suis très exigeante, je veux un stylo effaçable, quelque chose de propre qui évite du blanco partout. Voilà et puis ensuite, les basiques, hein, une règle, une gomme, des ciseaux, de la colle, un crayon. La colle, important, hein, parce qu'on va quand même coller pas mal dans l'année. Voilà, après, rien de fou. Des fluos éventuellement, je ne l'ai pas rajouté, mais oui, 1 ou 2 fluos, ça peut être bien. Voilà, donc rien de plus. Par contre, je vous conseille fortement, à chaque vacances, de refaire le point avec les élèves, surtout avec les plus jeunes, sur, les manquements de la trousse et le fait que pendant les vacances, ils doivent là, remplir à nouveau, vérifier en tout cas que tous les stylos fonctionnent pour pas se retrouver avec un seul bic à utiliser. Voilà, donc je crois avoir fait le tour un peu du matériel demandé en français, hein, pour les élèves. Je vous remercie en tout cas, d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné quelques idées pour cette rentrée. Je vais essayer de faire quelques vidéos, là pour préparer la rentrée, donc n'hésitez pas si vous avez des envies, particulières ou des besoins particuliers à me le faire savoir. Merci à vous.